Un vent nouveau, sec et têtu traverse le Sahel, bousculant habitudes, alliances et certitudes importées de longue date. Lorsque Ibrahim Traoré ouvre les portes du Burkina Faso à Cuba et au Venezuela, ce n'est pas un geste protocolaire, c'est un déplacement des plaques, un défi lancé aux réflexes postcoloniaux. Que signifie ce pari pour un pays décidé à rompre la dépendance pour des voisins qui observent et pour un continent sommé d'inventer enfin une autonomie concrète négociée à hauteur d'égal, sans tuteur ni dette humiliante? Le tournant n'est plus théorique désormais. Le geste d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à un symbole. Il redéfinit les rapports de force au cœur du continent africain. Pour le Burkina Faso, c'est une chance historique de prouver qu'un État africain peut se défendre, produire et décider sans permission étrangère. Depuis des décennies, les capitales occidentales ont confondu partenariat et tutelle, enchaînant les nations à une dépendance budgétaire dissimulée sous le mot aide. En s'alliant à Cuba et au Venezuela, deux pays qui ont survécu à des blocus entiers, Ouagadougou cherche à apprendre la résilience. Comment bâtir sous pression? Comment durer sans dette? Cette démarche soulève une promesse immense, celle d'une Afrique qui se regarde enfin dans le miroir sans attendre validation extérieure. Mais derrière l'idéalisme, un test redoutable se profile. Combien de temps le pays pourra-t-il résister avant que les puissances dérangées ne répliquent? C'est là que commence le véritable suspense. En moins de 3 semaines, le Burkina Faso a signé deux accords militaires inédits, dont un prévoit l'arrivée de 50 instructeurs cubains à Ouagadougou. Ce détail, passé presque inaperçu, révèle la stratégie silencieuse d'Ibrahim Traoré: déplacer l'équilibre de sécurité loin du parapluie occidental. Depuis l'indépendance, l'armée burkinabé a vécu sous assistance étrangère. Manuels, crédits, équipements portaient tous un sceau extérieur. La promesse d'autonomie proclamée par le capitaine ne pouvait donc se concrétiser qu'en brisant ce cercle. Son pari: diversifier les partenaires, miser sur la solidarité sud-sud et réhabiliter la souveraineté comme principe opérationnel plutôt que comme slogan. À La Havane et à Caracas, il a trouvé des interlocuteurs rompus à la survie sous embargo, capables de partager leurs techniques de défense, mais aussi leurs méthodes d'organisation collective. Là où les puissances occidentales conditionnent l'aide à des réformes macroéconomiques, Cuba et le Venezuela offrent du savoir-faire sans contrepartie politique affichée. Cette orientation n'est pas une rupture soudaine, elle prolonge une fatigue accumulée. Depuis 2015, les forces françaises, américaines ou européennes ont multiplié les opérations antiterroristes au Sahel sans résultat décisif. À l'intérieur du pays, la population s'interroge. Si l'appui international n'a pas ramené la paix, pourquoi persister? Traoré capitalise sur ce doute collectif. Il transforme le désenchantement en doctrine: aucune stabilité ne vaut la perte du contrôle de soi. En rassemblant les symboles de deux nations sanctionnées mais debout, il cherche à prouver que la résistance peut être un modèle économique. Ce mouvement n'annonce pas seulement un réalignement stratégique, il exprime la recherche d'une dignité perdue. Et, au-delà des discours, il inscrit le Burkina Faso dans une page neuve de l'histoire africaine, celle où les choix de souveraineté deviennent actes, non pétitions. À quelques kilomètres de Ouagadougou, dans la base de Camboinsin, les premiers instructeurs cubains observent un entraînement sous un soleil presque blanc. À leur côté, des officiers burkinabés notent chaque manœuvre, conscients de participer à un tournant rare. Une armée africaine formée sans supervision occidentale directe. Le capitaine B. Ouedraogo, 40 ans, résume la surprise locale. Nous apprenons des gens qui ont résisté seuls pendant 60 ans. Son ton n'est pas triomphant, plutôt méthodique, comme celui d'un homme qui découvre une alternative praticable.
Cette coopération a déjà des effets visibles. Le ministère de la Défense parle d'une hausse de 18% de la capacité d'entraînement depuis janvier, grâce à un protocole plus souple et des coûts réduits de moitié. Les échanges médicaux se sont aussi accélérés. 50 praticiens cubains travaillent désormais dans les hôpitaux publics, un renfort qui allège la pression sur un système fragilisé. Derrière ces chiffres modestes, un changement de psychologie s'opère. Le mot indépendance, longtemps figé dans les discours, s'incarne à nouveau dans des gestes concrets. Former, soigner, construire. Pour Ibrahim Traoré, chaque signe compte. Il mise sur ses réussites partielles pour cimenter l'adhésion populaire et démontrer que la souveraineté n'est pas un luxe mais une compétence. À mesure que les caméras s'éloignent, les observateurs occidentaux perçoivent la portée symbolique de cette normalité nouvelle. Le pays apprend à marcher seul, un pas après l'autre. Tout commence par une annonce sèche un soir de décembre. Ibrahim Traoré confirme la signature d'un accord militaire avec Cuba et le Venezuela. Pas de fanfare, pas de conférence solennelle, juste une phrase diffusée à la télévision nationale. Nous coopérerons avec ceux qui respectent notre souveraineté. Ce soir-là, la rupture s'écrit sans bruit, mais le signal parcourt l'Afrique de l'Ouest comme une onde de fond. Les réactions ne tardent pas. À Paris, un communiqué du Quai d'Orsay prend acte avec préoccupation de ce rapprochement. À Washington, les analystes parlent d'un glissement idéologique. Mais à Ouagadougou, les rues restent calmes. Le lendemain, les journaux affichent en une. Le Faso choisit sa voie. L'État met en avant un plan de redéploiement militaire, financé sur fonds propres, pour sécuriser les régions du Nord. Dans le même temps, la Havane confirme l'envoi d'un premier contingent de médecins et d'experts en défense civile. Le point culminant arrive une semaine plus tard. Un exercice conjoint entre soldats burkinabés et formateurs cubains attire les caméras internationales. Sous les uniformes, l'image frappe, des visages africains et latino-américains alignés, répétant les mêmes gestes, les mêmes ordres traduits en espagnol et en mouré. Le symbole dépasse la manœuvre. Il incarne une équation nouvelle. Coopération sud-sud sans tutelle, mais l'onde de choc s'élargit. Les chancelleries occidentales s'inquiètent d'un effet domino. Si le Burkina Faso prouve qu'il peut fonctionner hors des circuits traditionnels d'aide, que restera-t-il du modèle occidental en Afrique? Des diplomates européens évoquent déjà des sanctions préventives. Certains investisseurs gèlent leurs projets miniers. Les réseaux d'information, eux, se fragmentent entre reportages alarmistes et éloges africains. Deux récits s'affrontent. L'un parle d'isolement, l'autre d'émancipation. À l'intérieur du pays, le pouvoir teste sa cohésion. Les premiers effets du partenariat se traduisent par des livraisons d'équipements, des échanges de techniciens et surtout une fierté visible dans le discours officiel. Traoré réapparaît dans les médias en uniforme simple, répétant: Nous voulons marcher seuls, mais pas contre le monde. Cette phrase, reprise sur les réseaux, devient un slogan officieux, imprimé sur des affiches, peint sur les murs des écoles. Ce moment, pour beaucoup d'Africains, marque un réveil. Ce n'est plus la colère qui guide, mais la démonstration. La rupture ne se fait pas par le bruit, mais par la construction. Et dans le silence du soir, à la radio, une voix commente: Quand un pays ose dire non, il ouvre un espace pour tous les autres. Sous la poussière du Sahel, un ordre ancien vacille, et le monde observe, sans encore comprendre la portée du geste. Avant le virage diplomatique, le Burkina Faso dépendait à 72% de l'aide étrangère pour financer ses programmes de sécurité. Un an plus tard, cette part est tombée à 49%,
un recul de 23 points qui, dans un pays enclavé du Sahel, équivaut à un changement de régime économique. La différence ne se lit pas seulement dans les budgets, elle s'entend dans le vocabulaire officiel. Officiel, on parle désormais de autofinancement, pas de bailleur. Première preuve, la réaffectation des recettes minières. Depuis janvier, 15% des revenus aurifères, environ 180 millions de dollars, sont dirigés vers un fonds de souveraineté destiné à la défense et aux infrastructures civiles. Ce mécanisme, inspiré de modèles vénézuéliens, garantit que chaque once d'or extraite finance une part de l'autonomie nationale. Les économistes locaux y voient un levier pour réduire la vulnérabilité face au cycle de l'aide internationale. Deuxième indicateur, la progression des services publics essentiels. Grâce au programme cubain de coopération médicale, le nombre d'interventions chirurgicales dans les hôpitaux publics a augmenté de 27% au premier semestre. Les coûts de maintenance du matériel importé, eux, ont chuté de 40% depuis la création d'une unité de réparation locale. Les techniciens formés à La Havane répliquent aujourd'hui ces pratiques à Bobo Dioulasso et à Fada Ngourma, créant une chaîne de compétences internes. Troisième signal, la perception populaire. Un sondage interne de l'Institut national de statistique mené en juin indique que 68% des citoyens approuvent vraiment la politique étrangère actuelle contre 41% un an plus tôt. Ce bond de 27 points traduit une confiance nouvelle dans la capacité de l'État à décider seul. Pour Ibrahim Traoré, ce capital politique représente autant une ressource qu'une responsabilité. Il doit transformer l'adhésion émotionnelle en résultat mesurable. La dynamique se consolide dans les chiffres nets. Les dépenses militaires intérieures ont augmenté de 12%, tandis que les financements étrangers chutent de 30%. Cette translation du baseline delta n'est pas anodine. Elle signifie qu'un pays longtemps dépendant commence à se financer par ses propres moyens à l'échelle du possible. Des experts du Sahel notent que cette évolution s'accompagne d'une stabilité relative du franc CFA, malgré les tensions régionales, signe que la réforme ne provoque pas encore de choc macroéconomique majeur. Sous la surface des bilans, un apprentissage collectif se joue. Le pays expérimente, mesure, rectifie, documente. La souveraineté, ici, se compte autant qu'elle se proclame. Les partisans de la nouvelle politique affirment que le Burkina Faso se libère enfin d'un cycle historique de dépendance. Selon eux, l'alliance avec Cuba et le Venezuela ne traduit pas une fuite vers l'idéologie, mais une adaptation pragmatique. Chercher des partenaires qui partagent une expérience de survie sous pression. Il rappelle qu'en 2023, 40% des États d'Afrique subsaharienne étaient en surendettement ou à haut risque d'y tomber, preuve que le modèle d'aide traditionnel s'épuise. Pour ses défenseurs, l'expérience cubaine, résilience sous embargo, système médical performant malgré la pauvreté, constitue un laboratoire précieux pour des nations africaines qui veulent bâtir avec peu. Les critiques, eux, voient dans cette orientation un danger géopolitique. Ils craignent que le pays ne troque une dépendance contre une autre, passant de l'influence occidentale à un bloc d'États sanctionnés et isolés. Ils soulignent que les économies de Cuba et du Venezuela souffrent d'inflation chronique et de pénurie structurelle, et qu'en s'associant à eux, Ouagadougou risque d'hériter de leur fragilité. D'autres rappellent que la présence de troupes étrangères, même alliées, n'est jamais neutre. Elle crée une interdépendance militaire difficile à inverser. Ibrahim Traoré, conscient de cette tension, ne l'élude pas. Dans ses interventions, il décrit l'alliance non comme une substitution, mais comme une transition. Nous voulons multiplier les angles, pas les dépendances, dit-il.
Ses partisans traduisent cette phrase comme un principe de souveraineté active, choisir ses alliances sans s'y enfermer. Le pari repose sur la diversification, plus d'options, moins de vulnérabilité. Le débat, au fond, oppose deux définitions de la stabilité, celle qu'on achète à crédit auprès de puissances dominantes et celle qu'on construit patiemment avec des partenaires imparfaits mais libres de conditions. L'histoire jugera laquelle résiste le mieux aux tempêtes du Sahel. Le point de bascule est arrivé. Quand Ibrahim Traoré annonce la création d'un conseil de coordination Sud-Sud, l'idée paraît abstraite. 2 mois plus tard, 15 États africains envoient des observateurs à Ouagadougou. Le geste dépasse le symbole. Il suggère qu'un espace d'autonomie collective peut exister sans l'ombre d'une puissance tutélaire. Dans les chancelleries européennes, la surprise se mêle à la nervosité. Les communiqués prudents laissent deviner la crainte d'un précédent. Si le Burkina Faso fédère des voisins autour d'une doctrine de souveraineté partagée, alors la logique d'influence classique se fissure. Le midpoint du récit, c'est ce moment précis. L'alliance cesse d'être un pari individuel et devient une hypothèse régionale. Les analystes du Sahel y voient un possible effet de contamination politique, une redéfinition lente du mot indépendance. Les diplomates, eux, parlent d'un réveil idéologique, une formule qui en dit long sur l'inconfort du moment. Sous le vernis technique, un frisson collectif parcourt le continent. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir africain ne se discute pas à Bruxelles ni à Paris, mais à Ouagadougou. Sur le plan national, le premier impact est psychologique. Depuis l'annonce de l'alliance, le mot autonomie circule dans les marchés, les écoles, les radios rurales. Les campagnes de recrutement dans l'armée atteignent un niveau record. Plus 22% de volontaires depuis avril selon le ministère de la Défense. Ce regain patriotique s'accompagne d'une meilleure répartition des ressources. Les achats d'équipements locaux ont triplé en 6 mois, stimulant les ateliers de Wahigouya et de Koudougou. Pour Ibrahim Traoré, cette vitalité interne prouve que la souveraineté n'est pas une abstraction, c'est une économie du réel. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso découvre une position inattendue, celle du pays test. Des délégations du Mali, du Niger et du Tchad observent la mise en œuvre des accords cubains, tandis que l'Union africaine évalue la possibilité d'un cadre commun de coopération Sud-Sud. Loin d'isoler Ouagadougou, ce virage crée des passerelles inédites. Même des États prudents, comme le Ghana ou la Sierra Leone, admettent suivre de près le modèle burkinabé. Le réseau diplomatique s'élargit sans heurts spectaculaires. Il se tisse à bas bruit, au rythme des besoins concrets. À l'échelle des populations, les effets sont tangibles. Les hôpitaux publics signalent une baisse de 30% des transferts vers l'étranger pour soins urgents. Les centres de formation technique cubains forment déjà 200 infirmiers burkinabés. Dans les villages du centre-Est, la réhabilitation des puits et micro-réseaux électriques, soutenus par le Venezuela, alimente plus de 40 000 habitants. L'amélioration n'est pas spectaculaire, mais visible. Davantage d'écoles éclairées, de dispensaires ouverts après la tombée de la nuit, et surtout une confiance qui se reconstruit. Le mot dépendance recule dans le langage quotidien. Au niveau continental, enfin, la portée symbolique est majeure. Pour de nombreux observateurs africains, le geste de Traoré réactive l'héritage de Thomas Sankara, l'idée que la dignité n'est pas négociable. Les médias de Nairobi, de Dakar et de Luanda reprennent le thème d'une seconde décolonisation pacifique. Les réseaux d'intellectuels africains saluent une rupture dans la hiérarchie des imaginaires. Désormais, un pays enclavé du Sahel peut inspirer un continent. Ce n'est pas encore une révolution, mais un changement d'axe. L'Afrique regarde l'Afrique, et dans ce miroir neuf, le Burkina Faso aperçoit enfin son propre visage. Dans un premier scénario, celui de la consolidation prudente, la consolidation prudente. Le Burkina Faso poursuit sa ligne actuelle. Coopération technique,
diversification des partenaires, communication mesurée. Les relations avec Cuba et le Venezuela s'institutionnalisent à travers des comités mixtes, tandis que les tensions avec l'Union européenne restent contenues. Les réformes économiques progressent lentement, mais sans rupture majeure. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré maintient une stabilité interne suffisante pour démontrer la viabilité du modèle burkinabé sans provoquer de choc frontal. Scénario optimiste. L'effet de levier régional. Les premiers résultats positifs, hausse des capacités de production, amélioration des services de santé, réduction de la dette extérieure, inspirent d'autres États du Sahel. Un pacte de souveraineté partagée pourrait voir le jour, coordonnant les efforts militaires et logistiques de plusieurs pays africains. Les alliances Sud-Sud s'étendent à l'énergie et à l'agriculture, attirant même des partenaires asiatiques prêts à investir hors des cadres occidentaux. Dans cette perspective, le Burkina Faso deviendrait un laboratoire continental d'autonomie et Ouagadougou un centre de référence pour la coopération non alignée. L'Afrique de l'Ouest s'émanciperait progressivement de la tutelle économique européenne, créant un précédent irréversible. Scénario pessimiste. La réplique des puissances. Face à ce virage, des sanctions économiques et financières pourraient être déclenchées. La fermeture de certaines lignes d'aide, la chute du franc CFA ou la suspension d'accords commerciaux fragiliserait la trésorerie publique. Le pays isolé verrait s'effriter ses gains récents, tandis que les oppositions internes réclameraient un retour à la normalité. Dans cette hypothèse, l'audace de Traoré tournerait à la résistance défensive et le Burkina Faso risquerait de revivre la spirale d'instabilité qu'il cherche à fuir. Ces trois trajectoires ne sont pas exclusives. Elles coexistent comme des lignes de force dépendant de la même variable, la capacité du pays à transformer la fierté en stratégie. Et la vraie question pour le continent demeure: comment faire de la souveraineté un moteur, pas un mythe? Derrière les communiqués diplomatiques, ce sont des trajectoires individuelles qui changent. Dans les lycées de Ouagadougou, les élèves découvrent pour la première fois des manuels d'économie rédigés localement, libérés de la tutelle éditoriale étrangère. Les professeurs y insistent: la souveraineté n'est pas une idée, c'est une pratique. Cette phrase, répétée de salle en salle, reflète la transformation la plus profonde, celle des imaginaires. Les programmes d'échange avec Cuba ont déjà envoyé 50 étudiants en médecine à La Havane. Pour eux, ce n'est pas seulement une bourse, c'est un apprentissage du possible. L'un d'eux écrit: nous voulons revenir pour soigner avec nos propres outils. Dans un pays où l'exode des jeunes diplômés reste une plaie, ce mouvement inverse le flux. Il recrée un sentiment d'appartenance, une utilité immédiate. Dans les zones rurales, les campagnes de reconstruction des puits ou d'électrification communautaire donnent lieu à des coopératives mixtes. Femmes, anciens soldats et jeunes artisans y travaillent côte à côte, soutenus par des ingénieurs cubains ou vénézuéliens. L'argent investi est modeste, mais la symbolique forte. Reconstruire soi-même, sans attendre. Cette pédagogie du faire renforce la cohésion là où les discours officiels échouaient. Ibrahim Traoré a souvent résumé cette mutation en une phrase simple: nous devons redevenir auteurs de nos propres miracles. Ce ton, à la fois dur et fraternel, nourrit une énergie civique inattendue. Le changement ne passe pas uniquement par les traités signés, mais par les habitudes qui se déplacent, les regards qui se redressent. Une confiance lente, tissée à hauteur d'homme, s'installe. La souveraineté ne se décrète pas, elle s'organise. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un plan d'exécution sur 18 mois trace les contours d'une indépendance mesurable. Première étape: la production locale de défense.
le gouvernement a validé la création d'un atelier national d'armement léger à Koudougou. Objectif, fabriquer 30% des équipements militaires de base d'ici 2026. Les ingénieurs cubains assurent la formation, la supervision budgétaire reste burkinabé. Deuxième étape, la santé comme indicateur de souveraineté. Le ministère de la Santé et les équipes cubaines pilotent un plan d'autosuffisance pharmaceutique. 5 laboratoires régionaux doivent en produire des vaccins essentiels et réduire de moitié les importations. Les résultats seront publiés trimestriellement. Audit indépendant à l'appui. Troisième étape, l'énergie et la stabilité économique. Grâce à la coopération avec le Venezuela, 3 microcentrales solaires sont en chantier dans le nord et l'est du pays. Elles doivent alimenter 250 villages, créer 2000 emplois directs et économiser 20% des dépenses énergétiques publiques. Chaque projet inclut un transfert de compétences à des techniciens burkinabés. Quatrième étape, la gouvernance ouverte. Un portail en ligne publie les données budgétaires liées à ces projets. Objectif, restaurer la confiance en liant transparence et performance. L'initiative, testée depuis avril, a déjà reçu 40 000 connexions citoyennes. Cinquième étape, la diplomatie des pairs. Ouagadougou accueille chaque trimestre un forum sud-sud réunissant militaires, économistes et médecins africains. Ces rencontres visent à standardiser l'entraide régionale sans passer par des bailleurs externes. Ces mesures ne promettent pas un miracle, mais une méthode. Et, pour la première fois depuis longtemps, la méthode appartient au pays lui-même. Sous le même soleil blanc qu'à Cambo-Ancine, le capitaine Ouedraogo observe une nouvelle génération d'instructeurs burkinabés former à leur tour des recrues locales. Là où, jadis, les ordres venaient d'ailleurs, les voix désormais portent un accent du pays. Les visages ont changé, mais le geste reste le même. Apprendre, répéter, transmettre. Dans cette continuité silencieuse, on mesure la portée du pari d'Ibrahim Traoré. Le président n'a pas seulement signé des accords, il a remis le pouvoir de nommer entre des mains longtemps tenues à distance. Les uniformes ne brillent pas davantage, mais les regards s'élèvent. Une confiance discrète, presque fragile, s'installe entre ceux qui forment et ceux qui servent. Elle ne repose pas sur la peur ni sur la dette, mais sur la reconnaissance d'un effort partagé. À Camboinsin, la poussière retombe lentement sur les bottes. Dans l'air, la fatigue a la couleur de la fierté. L'histoire retiendra moins les discours que cette image simple, un pays qui s'entraîne à tenir debout. Le mouvement enclenché par Ibrahim Traoré dépasse le seul destin du Burkina Faso. Il interroge chaque Africain, chaque observateur, sur la place réelle que nous laissons à l'autonomie et à la dignité. Car la souveraineté ne s'impose pas, elle se cultive par la connaissance, la mémoire et la solidarité. À Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, des voix s'élèvent déjà pour réclamer des débats ouverts sur la coopération régionale. Dans les universités, les étudiants redécouvrent Sankara et comparent ses discours à ceux d'aujourd'hui. Les mots circulent, se transmettent, se discutent, signe qu'un continent commence à se parler à lui-même sans traducteur. Si ce récit vous touche, il ne s'agit pas d'adhérer à une cause, mais de comprendre une idée, celle qu'aucune nation ne peut être libre sans respect mutuel. L'Afrique avance à son rythme et ce rythme vaut d'être entendu.